Bonjour à tous, donc Emmanuel Flao, donc je suis le CEO de Retrofleet. Donc on se définit comme un constructeur de mobilité éco-décarbonée. Donc on est constructeur automobile, on est référencé comme tel. Mais dans mon passé, de par ce que j'ai fait, je suis plutôt un énergéticien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un énergéticien qui considère qu'un véhicule, un engin, c'est une batterie mobile et qu'elle aura un impact majeur sur les réseaux à venir, sur la façon dont on y aura accès pour la gérer. Une façon de le faire, c'est d'ouvrir la donnée. Et pour le faire, le rétrofit, c'est un peu l'angle que nous, on a choisi. C'est un bon vecteur. Donc, le rétrofit, on va en parler. Il y a des opportunités, mais aussi des limitations. Comme le disait François Barsac, ce n'est pas la solution miracle. Ça fait partie d'un mix de solutions qui sont aujourd'hui disponibles. C'est encore assez jeune, donc on se confronte à pas mal de choses. On essuie encore les plâtres. Mais il y a des vraies opportunités qu'on est en train d'adresser en ce moment. J'ai mis un pêle-mêle plein de mots. Je ne vais pas trop les détailler, mais globalement, c'est un sujet à la mode. On voit plein de choses émerger. Retrofit, il va peut-être un peu changer de nom. On va parler d'upcycling, c'est plus à la mode. C'est des termes qui sont en train d'arriver. On est clairement dans l'économie circulaire. Ça répond à un peu des ambitions d'autonomie très fortes, déjà pour pouvoir faire des choses sans les constructeurs. Bon, c'est un peu sur certains segments un peu utopique. Il y a quand même des liens qui se créent avec les constructeurs traditionnels. Il y a des enjeux d'autonomie énergétique. C'est un moteur assez puissant en ce moment. La volonté d'être libre, de faire ce qu'on veut, ce qui n'est pas totalement le cas. Pourquoi on parle du rétrofit aussi? C'est que c'est vu comme des gros consommateurs rapides d'hydrogène, dans un contexte où les régions ont massivement investi dans la production d'hydrogène, mais se retrouvent face à des déficits de consommateurs. Donc c'est pour ça qu'on en parle aussi beaucoup dans ce secteur-là. Il y a des enjeux sur les ZFE, les zones à faible émission, où beaucoup d'acteurs industriels pensaient qu'elles seraient reportées, qu'ils auraient des dérogations. Ce n'est pas vraiment le cas. Donc le rétrofit peut apparaître aussi comme des solutions rapides. Bon, il y a des attentes sociétales sur ces enjeux-là, mobilité électrique au sens large, qui ont d'ailleurs conduit à ce qu'on a vécu, une commande politique de l'État pour que la réglementation change, et elle a changé vite. On va en parler. Il y a un peu d'emballement médiatique lié à un certain nombre de startups qui communiquent beaucoup pour faire des levées de fonds, mais qui peuvent diffuser des données pas forcément exactes. On est dans un contexte aussi où il y a un déficit d'offres de véhicules électriques neufs, voire de pas d'offres du tout sur des secteurs donnés, ce qui permet aussi de déployer un modèle de rétrofit. Et il y a l'ambition derrière ça, rétrofit, d'avoir quelque chose d'économique rapidement pour accélérer la transition énergétique. Quelques contextes quand même importants. Donc, le rétrofit aujourd'hui est légal. C'est assez récent. Ça date du 13 mars 2020. On a participé au sein de la société Retrofleet, mais aussi au sein de l'association R, à l'émergence de cette réglementation. On l'a négocié avec la DGEC, qui dépend du ministère des Transports. Globalement, elle permet une décarbonation des flottes rapide. On est dans des mots-clés, l'économie circulaire. C'est aussi vu comme un vecteur de création d'emplois locaux. Ça, c'est vrai. Il est intégré au plan de relance, c'est-à-dire qu'on bénéficie du mouvement aujourd'hui de relance dans l'industrie automobile. On a accès aux primes à la conversion. On est considéré comme un véhicule électrique neuf. Donc ça va découler, et ça sera acté en août de cette année, pas mal de mécanismes intéressants. Et aussi dans un contexte un peu particulier de lois qui sont passées, dont on n'a pas encore trop parlé, mais sur les obligations de verdissement des parcs qui devront être 100% électriques en 2025, pardon, et à 50% en 2020. Donc c'est assez significatif et ce qui entraîne un certain engouement sur le sujet du rétrofit. Enfin, on l'a vécu, pour nous, il y a clairement eu un avant-Covid, un après-Covid. On l'a vécu, les gens aujourd'hui se posent les bonnes questions, cherchent à réaliser des économies, ils ont un contexte contraint. Et du coup, la logique de je veux un véhicule parce qu'un jour je vais aller à Marseille, j'ai besoin de 600 km d'autonomie, se confronte à la réalité et qui dit au fait, en fait, vraiment, je roule 100 à 120 km par jour, je peux trouver des solutions quand j'aurai des trajets longs. Alors, je ne parle pas des particuliers, je parle vraiment des entreprises. Concrètement, si on parle un peu technique, le rétrofit, c'est un changement de monde. On change du monde qui était centré en termes de valeur sur un moteur thermique. Très bel outil technologique, beaucoup de pièces en mouvement. On enlève le moteur, on enlève le réservoir. On peut enlever aussi d'ailleurs la boîte de vitesse dans certains cas. On enlève l'échappement, l'électronique du moteur, tous les auxiliaires qui sont sur la courroie d'accessoires du moteur thermique. Et on va remplacer finalement par le cœur de valeur qui est la batterie, le système batterie, j'en dirai quelques mots. Donc là, la définition que nous, on donne du rétrofit, c'est une conversion en 100% électrique des engins et des véhicules. Il n'y a pas que les véhicules routiers, il y a aussi tous les engins TP, engins industriels. Donc, un cœur de valeur sur la batterie. Et pour nous, le système de stockage, potentiellement, on peut parler d'hydrogène, mais on ne met pas au centre de notre activité. On le met comme une
une possibilité aujourd'hui de prototypage et à terme en série de solutions de rétrofit. On a 3 autres briques technologiques que l'on intègre. Donc le moteur électrique qu'on va appeler plutôt le groupe motopropulseur, donc moteur avec un boîtier qui est son électronique de puissance, à laquelle on envoie un signal et ce qu'on appelle des lois de route pour le piloter. Et puis, on a de nouveaux systèmes de gestion, donc de l'électronique des logiciels de gestion, ce qu'on appelle les ECU, Electronic Control Units, c'est les ordinateurs de bord. Et puis enfin, il ne faut pas les oublier, tout un set d'auxiliaires qu'il faut réinventer, hein, chauffage, clim, direction assistée, freinage, faut les réintégrer au système puisqu'ils ne sont plus sur la courroie accessoire, qui au demeurant, même on est un peu différente. Donc, quelques points. Un modèle qui est quand même... Alors ça, c'est propre à l'électrique au sens large, c'est pas propre au rétrofit, mais des fondamentaux industriels et d'aftermarket qui sont différents, hein, puisque l'industrie automobile fait beaucoup de sa marge dans la prévente et la vente de pièces détachées. Là, on est sur une approche qui va être quand même assez différente. Clairement, un kit de rétrofit à adapter au cas d'usage. Hein. Allez vouloir faire des très fortes autonomies sur un véhicule thermique, ça n'a pas vraiment de sens. Il n'y a pas la place, c'est pas conçu pour. Ça va coûter très cher, c'est compliqué à vendre. Donc voilà, attention de bien choisir ses combats. Et puis attention aux effets d'annonce. Il y a un peu, pas un emballement, parce qu'il y a des sujets encore plus sexy aujourd'hui, mais il y a quand même quelques emballements médiatiques sur le sujet et puis quelques peut-être idées reçues qu'on essaiera d'adresser aujourd'hui entre les deux présentations. Alors, des exemples de rétrofit qui sont crédibles aujourd'hui. Ce que l'on voit, d'une part, c'est qu'il faut avoir des cas d'usage adaptés. Il y a beaucoup de véhicules, d'engins qui roulent assez peu, mais qui roulent, et qu'on peut passer en électrique à batterie. Dès qu'on va aller chercher à taper des autonomies un peu plus importantes, des cas d'usage beaucoup plus agressifs, notamment sur les véhicules lourds, on sent que l'hydrogène est une option à adresser. Et ça, c'est des recommandations de l'ADEME aussi d'il y a quelques années déjà. D'abord, allons adresser ce qui est adressable avec des solutions batterie dans un premier temps. Et puis l'autre enseignement aussi, c'est que ça paraît tout particulièrement adapté aux engins lourds. Donc, il y a une étude ADEME qui vient de sortir, hein, qui date d'il y a quelques semaines, à laquelle on a participé comme pas mal d'acteurs, et je crois aussi M. Castain, l'autre intervenant. Donc, cette étude, elle dit en gros qu'on a plutôt intérêt à rétrofiter les engins lourds plutôt que des véhicules légers. D'un point de vue business, c'est aussi assez logique. Les véhicules particuliers sont confrontés à une offre en face neuve qui va baisser en coût sous effet de production volume. C'est assez compliqué de résister en face. Sur les engins lourds, c'est un peu différent. Il y a même des secteurs comme les pick-up, il n'y a pas d'offre électrique neuve évidente. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Ce n'est pas exhaustif sur le monde du rétrofit. Hein. Il peut y avoir encore une fois des business models sur les véhicules plus légers, mais ça paraît être un peu plus compliqué pour l'instant, notamment vu le prix des batteries. Donc sur le non-routier, on va retrouver tout ce qui est engin de chantier. Le BTP, notamment à travers sa fédération, la FNTP, commence à vraiment être très actif sur le sujet et à se rendre compte que c'est des solutions crédibles. Donc une pelle, comme vous voyez là, c'est une pelle 20 tonnes. Ça vaut à peu près 200 000 € en diesel. Ça vaut à peu près 5 à 600 000 € dans les versions électriques neuves. Et des solutions de rétrofit pourraient tourner entre les 100 à 120 000 € sur des véhicules amortis pour des autonomies de 3 à 4 heures par jour. C'est un exemple très concret de projet qu'on peut développer et qui intéresse particulièrement des Fage ou des Vinci. Sur le routier, il y a une nouvelle réglementation, on va en dire quelques mots. Les autocars scolaires, en fait, une grande partie du parc d'autocars en France roule moins de 120 km. C'est une réalité aujourd'hui. Donc, c'est très, très intéressant d'aller les adresser. Les poids lourds pour application urbaine, tout ce qui est livraison au dernier kilomètre. Puis, on retrouve aussi deux secteurs, les engins déjà transformés, tout ce qui va être fourgon, châssis, qui ont des valeurs d'investissement dans la caisse qui sont relativement importantes. Et puis, des véhicules un peu particuliers, comme ces véhicules pick-up. Alors, j'en profite pour faire un peu de wording sur le système batterie. Peut-être Centrale Énergie est peut-être pas adapté au public, mais quand même, je me permets de donner quelques terminologies pour parler un peu de ce qui est et comparer ce qui est comparable. Donc, on parle de système batterie, mais le système batterie, c'est composé surtout de 3 parties. Un pack batterie, on va en parler. Un BMS qui est l'ordinateur de bord de la batterie, c'est son cerveau, c'est ce qui lui permet d'être une batterie sûre, de remonter les informations utiles pour le véhicule, puis aussi de garantir une durée de vie. La façon dont on va programmer cette batterie va faire qu'elle va durer plus ou moins longtemps, et ça, c'est carrément le business plan de nos sujets. Et puis un PDU, un Power Distribution Unit, une boîtier de répartition de puissance qui va dispatcher la puissance dans le véhicule et puis qui va aussi assurer des fonctions de sécurisation.
Alors, le pack batterie en tant que tel, c'est des cellules qui sont assemblées en modules, eux-mêmes assemblés en branches. Donc, quand on a ça, en fait, là, on peut parler de prix. Souvent, les gens communiquent sur des prix, mais c'est que le prix de la cellule, ou alors c'est que le prix du module, ou alors il n'y a pas de BMS, il n'y a pas de PDU. Donc c'est important de savoir qu'aujourd'hui, on entend des prix très agressifs et les gens disent, attendez, je ne comprends pas, en rétrofit, vous parlez de 300, 400, 500 euros, alors que dans la presse, on voit Tesla qui parle de 60 ou les constructeurs de 100. Déjà, on n'est pas sur les mêmes volumes, donc le rétrofit restera avec des batteries relativement onéreuses par rapport aux constructeurs traditionnels. Ça, c'est le premier point. Mais par contre, quand on parle de coûts environnés, déjà, on réduit déjà cet écart. Donc, on voit tout l'intérêt d'avoir un rétrofit qui travaille des cas d'usage à faible autonomie pour avoir typiquement des secteurs où les constructeurs traditionnels ne vont pas et qui répondent à un besoin d'un certain nombre de clients. Alors, quelques fake news, et c'est peut-être important d'en parler parce qu'on voit beaucoup de choses dans DIA. Vous m'entendez toujours bien? Oui, oui. Ok. Donc, on voit pas mal de choses dans les médias et je trouve que c'était intéressant peut-être de dire quelques mots. Donc, il n'y a pas globalement de terres rares ou de métaux lourds dans les batteries. On voit un petit peu ça dans la presse. On ne voit pas de pénurie arriver en matières premières. Il y a suffisamment de lithium. Il n'y en a d'ailleurs pas beaucoup dans une voiture. Dans une Zoé, il y a 2 kilos de lithium seulement. Il y a des enjeux de sourcing, bien sûr, sur le cobalt, sur la capacité, la façon dont c'est extrait. Globalement, on peut aller, surtout si elle est prévue à la base, avoir une batterie recyclable avec des taux de recyclage relativement élevés. Il y a une très belle boîte en France qui s'appelle la SNAM, basée à Lyon, avec une unité de production à Alès, qui recycle les batteries, mais déjà qui les remet de la mobilité, qui les repackage pour en faire du stationnaire, puis derrière qui peut les broyer, les pyrolyser pour séparer les matériaux et les récupérer. Le groupe Umicore aussi en Belgique le fait. Un autre point aussi, c'est qu'il ne faut pas attendre un matériau de batterie révolutionnaire. Il ne va pas y avoir une révolution sur quelque chose de miraculeux qui stocke 5 fois plus d'énergie, qui se recharge en 1 minute. Il y a des effets d'annonce, il y a des startups qui lèvent des fonds. Ça va prendre du temps. Le matériau, il faut souvent beaucoup de temps dans l'industrie. Le LFP dont on parle, lithium fer phosphate, ça fait 30-40 ans que c'est développé. Le NMC, ça fait peut-être 20 ans, c'est un peu plus récent. Voilà, ça, c'est la réalité vraiment industrielle du déploiement à grande échelle de ces technologies-là. Il n'y a pas de prédominance à venir de l'hydrogène. On entend des fois dire quel intérêt de travailler sur la batterie, l'hydrogène arrive, ça va être la solution miracle. Ce n'est pas vrai. Il y aura des coûts. Le rendement de l'hydrogène, la chimie d'hydrogène est de l'ordre de 25%. On peut discuter entre 22 et 30, mais globalement, il y a un coût pour fabriquer l'hydrogène, le stocker, le comprimer, le distribuer et la réaction inverse pour fabriquer de l'électricité, qui d'ailleurs rentre dans une batterie lithium avant d'aller dans le moteur. Donc un véhicule hydrogène reste un véhicule électrique qui a toujours des batteries lithium. La question, c'est quand on parle d'hydrogène, quelle est la part de batterie par rapport à la part hydrogène? Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, on a plutôt choisi une approche de prolongateur d'autonomie. Typiquement sur un pick-up, 5 kW de pile avec 2 kg d'hydrogène embarqué. Ça permet de recharger, faire un shoot de recharge finalement au niveau du système. C'est des choses qui commencent à émerger. Et puis, je parle un peu de façon un peu provocatrice. Peut-être que François Barsac va hurler quand je dis qu'on peut commencer à envisager des durées de vie de 25 ans. Ce n'est pas ce qu'on garantit sur les produits dans un premier temps, mais on voit arriver avec un très bon retour d'expérience chez Nissan, qui est quand même un des premiers à avoir développé à grande échelle les Nissan Leaf. Ils partent sur une vie véhicule neuf, puis le véhicule d'occasion où ils vont, on va dire, annoncer une batterie avec une capacité moindre. Derrière, ça part en stationnaire. Nissan a des accords avec les hôtels Arena. Donc, ils envisagent aujourd'hui 20-25 ans. C'est des métriques dont ils sont en train de parler. On voit au sens large que les constructeurs ont plutôt des bons retours sur la durée de vie de leur batterie. Parce que globalement aussi, il faut être clair, les véhicules électriques sont assez peu déchargés. Quand on regarde les cas d'usage des véhicules particuliers, alors les entreprises, c'est un peu différent. Globalement, les batteries sont un peu toujours chargées. Ça va peut-être évoluer maintenant avec les nouveaux usages ou le déploiement à plus grande échelle. Alors, on parle de cadre réglementaire du rétrofit. C'est une activité très encadrée. On ne fait pas ce qu'on veut, ce n'est pas la liberté absolue, ce n'est pas parce qu'on n'a pas besoin de l'avis du constructeur qu'on fait ce qu'on veut. Donc, il y a un cadre très précis à respecter techniquement au niveau du poids, des puissances, des enveloppes de puissance, la répartition des masses, les fonctions auxiliaires qui doivent être assurées, des réglementations sur les batteries, sur les moteurs intégrés et sur les tests de CEM. Donc, compatibilité électromagnétique, vérifier qu'il n'y a pas de parasitage quand on téléphone et de dysfonctionnement. Ça, c'est presque un peu mystique et mystérieux. Les tests CEM, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de règle universelle, en tout cas. Et il y a 2 étapes principales. On fait homologuer son prototype à travers l'UTAC et le CNRV. Donc l'UTAC, un organisme, un EPIC, qui réalise toute la batterie de test qui fait réaliser. Le CNRV, organisme d'État, qui tamponne et qui du coup endosse une certaine responsabilité sur l'homologation de ce type de véhicule.
La deuxième étape, c'est qu'en tant que rétrofitter, on fait certifier un processus de transformation. Il y a des capacités à la transférer à un installateur, hein, mais il y a bien un processus à faire certifier qui garantit qu'on sera capable de toujours réinstaller le kit de la même façon. Et du coup, derrière, on a ce qu'on appelle une homologation par type. C'est-à-dire tout ce qui va sortir de notre unité de production portera l'homologation. On n'a pas l'Adréal qui vient à chaque véhicule pour dire, allez, on retamponne, on vérifie qu'il est bon. On va porter nous-mêmes l'homologation. C'est ce qui fait qu'on est un peu en avance en Europe sur les autres pays. Ils sont restés à un stade de RTI, de réception à titre isolé. Donc, on a pris un peu d'avance. Du coup, ça a un coût certain, 150 à 250 000 euros. Ça, c'est vraiment les prix que l'on a aujourd'hui, qui vont peut-être un peu évoluer. C'est un peu moins cher quand on a des batteries déjà homologuées. Donc, il y a des conséquences, c'est-à-dire qu'on ne fait pas 15 véhicules en même temps. On choisit des gammes de véhicules où on sait qu'on aura du volume. Et donc, ça ramène cette contrainte, et qui est pour moi une force, c'est de devoir l'obligation de faire de la grande série. D'où le fait que nous, on s'est plutôt orienté vers les secteurs des entreprises en B2B. Donc, c'est un schéma français intéressant. Il est déjà basé sur des réglementations qui sont existantes en Italie et en Allemagne. Donc, on est en phase de consolidation européenne. Il n'y a pas d'urgence parce qu'on a déjà beaucoup à faire avec le marché français. Sur les engins industriels, on a une autre réglementation, c'est la directive machine, qui, elle, dépend pour le coup pas du tout du ministère des Transports, mais à la fois du ministère du Travail et du ministère de l'Agriculture. On peut travailler aujourd'hui. Par contre, c'est encore un petit peu, sur certains points, il y a quelques zones de flou. Donc, on pense que ça va être ajusté et on se positionne pour y participer d'ailleurs. Alors, au-delà du rétrofit, il y a un vrai enjeu beaucoup plus large, c'est le couplage mobilité-énergie, qui est d'ailleurs une des raisons d'être de notre société sur lequel on pense qu'il faut aller. Donc, on a développé on essaie de porter une offre un peu globale pour faire comprendre aux gens que ces deux secteurs sont liés. Souvent, on voit le monde de l'automobile qui est découplé de l'énergie, qui dit bon, bah, ça ne me concerne pas. Et puis le monde de l'énergie qui dit bon, bah, pour moi, c'est ce qui rentre, mais je ne veux pas vraiment en entendre parler. Bah, il y a un enjeu global, puisque ce qui intéresse nos clients, au sens large, c'est à combien ça me coûte au kilomètre. Si quand on génère une flotte de 50 fourgons électriques, il faut changer le transformateur en tête de site pour pouvoir les recharger, c'est un impact significatif, il faut l'intégrer. Et donc l'idée, c'est de pouvoir fournir des solutions qui limitent cet impact. Donc là, on parle de recharge solarisée. Alors, je ne suis pas encore très content du schéma, du diagramme, mais on va essayer de le rendre plus performant, plus lisible. Mais globalement, on a un intérêt certain à bien gérer le foisonnement, la façon dont on recharge, pour pas trop impacter les réseaux d'entreprise. Et puis, idéalement, leur apporter des solutions complémentaires de fourniture d'énergie. Donc là, on rentre dans la logique d'autoconsommation industrielle qui se déploie. Hein. Je vous monte un container seulement parce que c'est un produit qu'on distribue. On essaie d'avoir le minimum d'impact, pas de génie civil, pas de fondation, des ombrières solaires sans fondation lestées. Voilà, tout ce qui va simplifier la vie des entreprises pour déployer des flottes électriques. Je vous ai mis des petits symboles Wi-Fi et ce n'est pas anodin, simplement parce que le digital prend une part importante dans le mix global. J'ai essayé d'être assez efficace, de présenter un certain nombre d'éléments et je suis prêt à répondre aux questions. Une petite mention aussi, j'en profite, François m'a dit que c'était légitime dans ce type de réunion. On est en phase de recrutement, donc les gens qui sont intéressés par le sujet, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Voilà, il fallait le dire et c'est dit. Est-ce qu'on a de ce stade des questions? Alors, on a une question que tu as abordée, Emmanuel, je pense, autour de l'hydrogène. Alors, c'est une sorte de commentaire, mais sous forme de question. L'hydrogène dans un véhicule léger, n'est-ce pas une fausse bonne idée? En effet, du puits à la roue, il faut 3 à 4 fois plus d'électricité au kilomètre pour une voiture à hydrogène si l'on veut que cet hydrogène soit vert, sinon on pollue encore plus qu'une voiture thermique. Alors, moi, c'est un peu c'est ce que je pense un peu, ouais. Alors, j'essaie de jamais trop définitif, même si vous avez peut-être pensé le contraire dans ce que je dis, j'ai quand même des fortes convictions, mais j'essaie de ne pas être définitif dans le sens où les choses bougent. Après, oui, je pense que sur les véhicules légers, c'est une fausse bonne idée. Alors, il y a pour l'expression du puits à la roue, elle est très bonne. Il y a une très très bonne étude BNP Paribas qui est sortie il y a quelques années, qui s'appelle Du puits à la roue, que je vous invite à aller chercher sur Internet, notamment sur le site Texol. Je pourrais mettre le lien d'ailleurs à l'issue de la réunion. Alors, du puits à la roue, ça veut dire que c'est intéressant de prendre le cycle complet. Donc, ils ont comparé plutôt le pétrole et le moteur thermique versus le panneau solaire et le véhicule électrique en intégrant tous les cycles de fabrication. Donc, on a un facteur 7 entre les deux, du puits à la roue. Donc, avec la même énergie primaire, on fait 7 fois plus de kilomètres avec un véhicule électrique rechargé au solaire avec des batteries lithium qu'avec un véhicule thermique et essence. On est sur un facteur 4 avec le gasoil. Je n'ai pas les chiffres sur l'hydrogène, mais c'est vrai qu'il y a une énergie grise conséquente pour le produire.
le compresser, hein, la compression pèse de façon relativement importante, et le distribuer. Après, une fois qu'on a dit ça, il y a les cas d'usage. Bon, clairement, hein, si on veut décarboner les flottes, déjà, elles ne vont pas se décarboner rapidement. Il faut prendre de la distance par rapport au fait qu'on n'a pas une vague, un tsunami de l'électrique. Ça va prendre des dizaines d'années pour convertir le parc. La FEVAD, donc tout ce qui est fédération de tout ce qui est aftermarket finalement, auquel appartient le groupe Oscaro, où j'étais précédemment, estime qu'en 2000, je crois que c'était 2040, on aura encore au moins 60% du parc qui soit thermique. Et c'est pas incohérent avec ce qu'on voit, hein, c'est qu'on a 2 millions de nouveaux véhicules par an à peu près. En France, un parc de 39 millions de véhicules, moyenne d'âge 11 ans. Donc on voit que on n'a pas 2 millions par an qui arrivent électriques, on a quelques pourcents de pénétration aujourd'hui. Même si le marché croît, il va y avoir une certaine inertie avant de convertir le parc. Donc la solution hydrogène, elle est pertinente sur des engins où on a besoin d'autonomie et qu'on veut absolument décarboner. Ok, merci. Si, d'autres questions sont apparues depuis. Comment gérez-vous le refroidissement des batteries? Est-ce un problème limitant ou plutôt facilement géré en rétrofit? Alors, c'est gérable, c'est pas facilement géré, c'est vrai que c'est un sujet. La question, c'est encore une fois cas d'usage. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être ultra performant en termes de refroidissement ou pas? Alors déjà, il y a la chauffe, c'est-à-dire qu'une batterie, ça n'aime pas le froid, donc il faut la thermaliser, il faut la chauffer. Ça peut se décharger à froid, mais ça ne se rechargera pas. Sinon, on peut l'endommager. Donc ça, c'était le premier point. Sur les hautes températures, ça va dépendre de la chimie que vous utilisez. On parle de batterie lithium, mais il y a plusieurs chimies. Elles sont plus ou moins tolérantes à la température. On a fait un transfert de technologie en Inde, justement, où là, ils sont à 50 degrés, non pas en pic, mais en continu pendant un mois ou plus. Là, forcément, il faut de la thermalisation agressive, sinon la durée de vie de la batterie, elle s'effondre. Donc, en termes de technologie, on a des plaques froides, on a des caissons froids, on a de l'immersion, donc on fait baigner les cellules dans un liquide diélectrique qui est thermalisé avec un groupe froid. Donc, il y a pas mal de solutions. Elles ont des avantages, des inconvénients, des coûts. Et c'est vraiment trouver le bon optimum là-dedans. On sait faire aujourd'hui, notamment avec du dérating, hein, en réduisant la performance de la batterie volontairement. Ce qu'on va trouver sur une Tesla, elle va réduire votre autonomie, elle va réduire votre puissance pour un peu préserver sa batterie. Donc il y a des choses qui existent là-dessus. Ok, merci. Et il y a encore d'autres questions qui sont apparues. Du coup, le rétrofit n'est pas une activité de transition. N'est-il pas une activité de transition? Alors, pour Est-ce avoir levé possible des fonds, d'industrialiser le rétrofit? Alors, absolument. Alors, de transition, hein, j'ai un peu anticipé la question quand je vous disais qu'il y a 39 millions de véhicules et que l'essentiel aujourd'hui des achats sont encore thermiques et vont rester thermiques pendant un paquet de temps. C'est notre gisement dans les 30 ans à venir. Voilà, ça, c'est un premier bout de réponse. De toute façon, quand on fait un kit rétrofit, il y a plein de constructeurs qui s'y sont intéressés. Quand je dis qu'on a travaillé en Inde, c'est pour un constructeur d'engins neufs. Voilà, donc il y a une frontière entre les constructeurs et les nouveaux constructeurs et les rétrofiteurs qui peut bouger. De façon générale, oui, c'est vrai. On est une start prétendre vouloir faire de la production grande série, c'est un métier. Donc nous, on s'allie avec des industriels. Sur les 3 secteurs dont j'ai parlé, il y a des demandes, des relais de croissance chez un certain nombre d'acteurs industriels et ils sont intéressés pour mettre à disposition et co-construire finalement, plutôt que mettre à disposition, co-construire un outil industriel ISO 14001 très rapidement de rétrofit en série. Parce que derrière, une fois qu'on a rétrofité, il faut un réseau de distribution, il faut du SAV, il faut être très solide finalement pour prétendre être constructeur automobile. Et le faire rapidement, c'est une façon de le faire, c'est de s'allier. Par contre, on ne s'allie pas des constructeurs traditionnels. C'est plutôt des gros carrossiers constructeurs, ce qu'on appelle des carrossiers constructeurs, des gros faiseurs. Des gens qui sont déjà immergés dans le marché, mais qui sont un peu contraints quand même à l'évolution du thermique. Il y a certains secteurs où il n'y a pas d'offre électrique, donc du coup, ils peuvent perdre des parts de marché. Ok, et dernière question, je pense que tu viens d'y répondre en partie. Est-ce que l'homologation d'un véhicule converti par le passage de mine est une contrainte limitant le nombre de modèles pouvant être convertis dans vos délais? Alors, il y a une contrainte très clairement qui est financière et temporelle. Temporelle parce que il y a des plannings qui sont de l'ordre de 6 mois. Ça peut être 9 mois si ça s'embouteille, ça peut être 3 mois. Donc ça, c'est une réalité, on ne le maîtrise pas bien. Et financière, oui, parce que il faut qu'on choisisse des gammes. Alors par contre, on est en train de négocier, il y a une certaine ouverture d'esprit de la part de l'État, ce qu'on appelle des enveloppes de type. C'est-à-dire que vous allez prendre un modèle et vous allez couvrir un nombre de types assez large sur le fait que c'est le même poids, le même encombrement. Donc on arrive à commencer à négocier, si vous voulez, des enveloppes de type qui vont permettre de toucher un peu plus large.
Si je prends un pick-up Nissan Navara, par exemple, en fait, c'est le même véhicule sur un Renault Alaskan ou un Mercedes Classics. C'est des pick-up qui ont l'air différents. En fait, c'est les mêmes bases. C'est Nissan qui les a fabriqués. Donc, il y a ces opportunités-là pour étendre l'offre. Mais clairement, il faut cibler, il faut choisir ses combats. Ok, il y a une dernière question qui vient d'apparaître, puis après je propose qu'on passe à Laurent. Un VE dispose généralement d'une batterie unique dans le plancher. N'aurez-vous pas de fortes contraintes sur des véhicules qui n'ont pas assez de volume pour une batterie unique? Dès lors que vous aurez plusieurs batteries, comme les premières générations 106 axo-électriques, le coût des batteries grimpera. Quelles seront vos cibles de véhicules particuliers? C'est une remarque tout à fait juste. Le rétrofit travaille plutôt avec des batteries modulaires, donc avec plus d'interfaces et des surcoûts. C'est pour ça que j'ai dit un peu dans ma présentation qu'une batterie rétrofit va valoir cher, par des effets volume mais aussi des contraintes dimensionnelles. C'est pour ça que c'est tout particulièrement intéressant. Travailler les cas d'usage, donc mettre moins de batterie. Je vous donne l'exemple des fourgons pour application dernier kilomètre. Donc les Carrefour, Géodis, toute la logistique urbaine, c'est des fourgons qui roulent tous moins de 100 km par jour. En vrai, on est plutôt entre 40 et 70. Ça, c'est très documenté. C'est pas très connu. C'est les vrais besoins. Donc, je dirais, la Poste, par exemple, les véhicules VIPost, c'est le plus grand parc de véhicules au monde, véhicules électriques, ou en Europe, je crois. C'est 70 km par jour sur la plupart de leurs véhicules. Donc, nous, un constructeur n'ira pas. Nous, c'est des choses qu'on peut aller. Donc, mettre moins de batterie pour adresser une niche de marché, mais qui est pour nous très, très conséquente, très clairement. Premier point. Et le deuxième point, cette contrainte dimensionnelle se relâche sur les véhicules lourds. Sur les structures châssis, sur les Renault Master châssis, on n'a aucun problème pour mettre des batteries. Ouais, ok, intéressant. Ça marche. Je propose qu'on passe à Laurent, alors du coup. Et puis, si Emmanuel, tu es encore là, il y aura peut-être d'autres questions auxquelles tu auras envie de répondre tout à l'heure. Merci. Vas-y, supprime le partage parce que je crois que... Ouais, et voilà. Voilà. Hop. Voilà. Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc là, je pense que vous voyez bien l'écran. Voilà, bonsoir à tous. Donc j'ai effectivement sur l'étude ADEME avec le bureau d'études Algoé, pour l'ADEME, on a étudié le rétrofit électrique suite à l'arrêté en faisant à la fois des calculs économiques, des calculs d'empreinte carbone, un petit peu de pollution de l'air, et aussi des interviews, notamment d'Emmanuel, de plein d'acteurs du secteur pour essayer d'avoir une vision sur le marché potentiel. Donc, c'est une étude ADEME qui est en ligne, et je vous aurai le lien sinon à la fin de la présentation. Voilà. Donc, j'espère que ma présentation sera correctement complémentaire. Oui, on a parlé, donc voilà, si vous voulez avoir quelques infos aujourd'hui, je suis légitime à vous parler, notamment par le fait que j'ai publié ce livre. Donc sur bcodo.fr, vous avez toutes les infos. Ça parle un petit peu du rétrofit de quelques pages, évidemment, voilà, mais pas que, loin de là. Alors, sur le rétrofit, je voulais d'abord faire un petit rappel historique, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était le rétrofit? Rien que les premières voitures dans les années 1820, donc en fait ça ne s'appelait pas automobile, c'était des voitures sans chevaux qui étaient à vapeur. Alors à l'époque, ce n'était pas directement, donc à gauche, ce n'était pas du rétrofit, c'était des véritables véhicules qui étaient construits autour de la machine à vapeur. Mais l'idée, c'était quand même de remplacer les chevaux dès les années 1820 en Angleterre. Bon, ça n'a vécu à peu près qu'une dizaine d'années parce que là, en gros, les chemins de fer naissants ainsi que les compagnies de diligence ont vu d'un très mauvais œil ce nouveau concurrent et ont tout fait pour profiter du premier accident de Glasgow en 1834 pour provoquer de la part des communes des péages très chers et des réglementations draconiennes qui fait qu'ils ont tué le marché. Donc, on va dire la première constitution du rétrofit a fait flop en Angleterre dans les années 1830. Ensuite, quand l'automobile arrive à la fin du 19e siècle, donc ça c'est plutôt à la faveur, il y a toujours le moteur à vapeur qui existe, qui s'est perfectionné, mais il y a aussi le moteur électrique, les moteurs à essence, donc il y a vraiment un foisonnement de motricité. Et là on voit à droite, en 1894, donc le concours de concours automobile de 1894, la course Paris-Rouen. En fait, là, vous avez typiquement un véritable rétrofit, c'est-à-dire que De Dion, vous voyez qu'il a vraiment remplacé les chevaux par un véhicule tracteur de ce qu'on pourrait dire une calèche. Alors, il est écrit sur la carte postale qu'il est arrivé premier, mais en fait, il a été déclassé parce que le règlement voulait qu'il y ait 4 places sur le véhicule, alors que là, il y a 2 places devant, il y a des places derrière. Donc, le rétrofit n'était finalement pas la cible du concours, même s'il est arrivé le premier.
Alors, le rétrofit, on le voit, là, c'est des photos de la Première Guerre mondiale. Donc, pendant les conflits mondiaux, l'essence, évidemment, elle est à la fois en pénurie et puis elle est réservée aux armées. Donc, il y a des véhicules qui sont adaptés pour pouvoir ne pas fonctionner avec l'essence, mais avec les carburants disponibles. Et là, vous voyez par exemple des rétrofits au gaz. Alors, à l'époque, donc premier conflit mondial, le gaz n'était essentiellement pas comprimé. Donc, vous voyez, ce sont des espèces de cuves souples qui sont posées sur les toits des véhicules. Et donc, d'ailleurs, la hauteur de la cuve signifiait le taux de remplissage. Et donc, ça, ce sont typiquement des rétrofits gaz de la Première Guerre mondiale. Mais une fois le conflit terminé, l'essence revenue, finalement, ces solutions techniques ont été globalement abandonnées. Donc là, vous avez des photos en Angleterre. Rebelote au deuxième conflit mondial, où là, de nouveau, l'essence, elle est de nouveau réservée aux armées. Il y a des véhicules qui veulent, des gens qui veulent absolument faire rouler leur véhicule. Et là, on retrouve divers types de rétrofit. Donc là, on retrouve par exemple à gauche le rétrofit gaz, qui, deuxième conflit mondial, est comprimé de plusieurs dizaines de bars jusqu'à 200 bars. Donc là, vous avez un exemple d'une traction qui a été rétrofitée en gaz à gauche. Et puis à droite, une publicité d'un carrossier qui proposait à la fois du rétrofit gaz. Donc là, vous voyez avec les mêmes types de bouteilles de camions. Et puis aussi du gazogène, par exemple, qu'on pouvait adapter sur des voitures aussi. Et puis on voit dans le deuxième conflit mondial du rétrofit électrique apparaître sur divers véhicules. Bon, c'est des toutes petites cadences, c'est un peu du bricolage. Mais ça existe, ça a existé. Et là, de nouveau, à la fin du conflit, l'essence revenue, toutes ces solutions sont abandonnées, l'électricité avec. Récemment, le rétrofit, il a fait parler un peu de lui. Je ne sais pas si vous avez fait attention du mariage du prince Harry, qui en fait, en sortant de l'église, il est monté dans un rétrofit électrique d'une vieille Jaguar. Donc Jaguar avait fait des annonces, il est un peu revenu dessus sur le fait qu'il allait peut-être proposer sur des véhicules un peu anciens des rétrofits maison électriques. Voilà. En tout cas, voilà. Donc Meghan Markle a été reconduite de l'église en rétrofit électrique. Alors, avant de parler du rétrofit électrique, juste un slide sur un peu l'histoire de la voiture électrique. Bon, ça date de 1880. Gustave Trouvé, vous voyez, c'était un tricycle. Donc, dans les années 1890, il y a un foisonnement de véhicules électriques autant que de véhicules à vapeur, de véhicules à essence. On ne sait pas trop. Pendant une dizaine d'années, certains magazines annoncent que voilà, le véhicule du futur, c'est forcément la voiture électrique. D'autres annoncent le contraire. Donc voilà, par exemple, le voiture électrique fait parler d'elle aussi, puisque Genazzi il bat pour la première fois le record, le plafond de 100 km/h, qui tiendra 3 ans d'ailleurs. Donc forte concurrence entre les carburants, mais l'essence va gagner. Par exemple, dans l'illustration, on disait elle gagne parce que l'essence de pétrole, elle se débite en bidon chez tous les épiciers du monde et aussi dans les pharmacies. En fait, on peut trouver des bidons d'essence, il n'y a pas de station-service, des bidons d'essence un petit peu partout sur le territoire parce qu'elle est déjà distribuée pas comme carburant. Et c'est pour ça que ça donne une autonomie finalement et un rayon d'action bien supérieur aux véhicules à essence par rapport aux autres véhicules. Et c'est en gros, on va dire, la première raison qui va le faire gagner. Pendant les conflits, donc j'ai parlé du rétrofit tout à l'heure, mais pendant les conflits mondiaux, donc par exemple le deuxième conflit mondial, vous avez carrément des voitures électriques qui sont conçues, fabriquées, le spécialiste étant Jean-Albert Grégoire par exemple, mais malgré ces nouvelles voitures très prometteuses, voilà, une fois que le conflit est terminé, en fait tout ça un peu tombe dans l'oubli. Ensuite, dans les années 50, il y a les épisodes de smog aux États-Unis, en Angleterre, mais surtout aux États-Unis, qui donnent un peu plus de relief au fait qu'il va falloir traiter de la qualité de l'air urbain et notamment le problème du trafic automobile. On a donc cherché en termes de qualité de l'air à l'améliorer. La voiture électrique passe pour une solution. Les chocs pétroliers aussi, avec l'essence qui se renchérit énormément dans les années 70. Donc, on a en fait des successions de formidables perspectives. Sans vous donner le détail de ce graphique, mais en fait, tous les 10 ans, grosso modo, on a des perspectives exponentielles de déploiement de la voiture électrique à la faveur de ces différents chocs, mais à chaque fois, ça va s'effondrer rapidement. Et puis récemment, on reparle avec, de nouveau, on va avoir une courbe exponentielle pour la voiture électrique, avec, il ne faut pas se le cacher, une sorte d'amalgame climatique, c'est-à-dire que jusqu'ici, la voiture électrique, elle était plutôt présentée comme étant bénéfique vis-à-vis de la pollution de l'air, de la qualité de l'air urbain. Et là, actuellement, il y a un amalgame climatique qui est assez glissant, je vais dire, pour la voiture électrique, c'est-à-dire qu'elle est homologuée à 0 g de CO2.
Ça, c'est très embêtant parce que ça paraît comme ça fantastique. On parle de voitures décarbonées extraordinaires, mais en fait, ne pas émettre de CO2 en roulant, finalement, ça n'a aucun intérêt. La question du CO2, c'est une question globale. Si vous n'émettez rien en roulant, mais vous émettez tout autant en fabriquant le véhicule ou en fabriquant l'électricité, on ne gagne rien du tout en termes de CO2. Mais malgré ça, pour essayer de l'inciter, en fait, et notamment l'inciter en ville pour des questions de qualité de l'air urbain, on va dire le législateur, il a quelque part sponsorisé la voiture électrique en disant, voilà, toute voiture électrique, c'est 0 g de CO2 par kilomètre dans les moyennes que les constructeurs les moyennes qui baissent et que les constructeurs doivent respecter sur l'ensemble du parc qu'ils vendent une année. Donc là, toute voiture électrique vendue compte pour 0 dans cette moyenne pondérée. Donc c'est une très forte incitation, attention, qui potentiellement peut se retourner contre la voiture électrique si jamais dans quelques années, on constate qu'elle n'a rien apporté en termes d'émissions de gaz à effet de serre. En tout cas sur les véhicules qui auront été commercialisés. Alors, par exemple, voilà le type courbe exponentielle de nouveau que l'on voit, après, bon, qui vivra verra, hein, mais on retrouve un petit peu le même type de courbe exponentielle d'il y a quelques décennies, avec des perspectives très florissantes. Là, vous avez par exemple un exemple sur le marché allemand, où vous voyez que, en gros, d'ici 2050, en fait, en gros, la totalité du parc allemand passerait en véhicules électriques progressivement, avec une partie avec des fuel cells, avec une partie un quart en hydrogène, en voilà, et 70% en électrique batterie. Voilà. Donc là, des perspectives florissantes. Alors, on peut se poser la question de ce qui va se passer. Hein. Il faudra attendre. Et puis, se poser la question de savoir si c'est aussi techniquement possible. En termes de métaux, effectivement, il y a de réserves, ça peut peut-être aller, mais en termes de mines à ouvrir, c'est quand même un gros sujet. En termes d'installation industrielle, en capacité, s'il n'y avait qu'un seul pays, l'Allemagne, qui voulait faire cette courbe, c'est relativement faisable. Mais l'ennui, c'est qu'il y a plein de pays en même temps, presque le monde entier, qui se posent des questions de CO2 et de pollution de l'air urbain. Et donc, tous les pays ensemble ne peuvent pas avoir à cette vitesse-là une implantation comme ça. Industriellement, sincèrement, je pense que ce n'est pas possible à cette vitesse-là. Alors, maintenant, les atouts et les freins du rétrofit, on en a déjà parlé, mais on peut un petit peu élargir le débat avec ces quelques exemples. Alors, les atouts du rétrofit. Le rétrofit, ça existe dans d'autres secteurs. Hein. Alors, je ne parle pas celui du bâtiment, hein, où vous savez que la réhabilitation, c'est un marché qui est tout aussi presque important que le neuf. Et donc, dans l'automobile, la réhabilitation n'existe pas, grosso modo. Vous n'avez que le marché du neuf et le marché de l'entretien. Mais sinon, dans la mobilité, vous avez quand même le marché du rétrofit qui existe depuis des décennies dans le maritime et dans le ferroviaire. Vous pouvez avoir des gros navires dont on change complètement la motorisation, pas du tout pour mettre le même moteur ancien, mais pour l'améliorer, sans démonter le bateau ou le train ou la locomotive. Ensuite, vous avez aussi du rétrofit qui est très pratiqué dans les pays émergents. Mais là, c'est un peu la foire d'empoigne, le fait que donc, des vieux véhicules sont rétrofités en termes du moteur. J'ai déjà vu comme ça, par exemple, un moteur de bateau installé dans une voiture des années 50, dans une américaine des années 50. Alors, l'intérêt du rétrofit, c'est de conserver donc, le planeur. Le planeur, c'est un peu le terme anglais, mais le planeur, c'est donc le véhicule sans moteur, puisqu'on ne va, par rapport à l'alternative qui aurait été de mettre à la casse la totalité du véhicule et pour obtenir ensuite fabriquer un véhicule neuf. Donc en fait, on conserve, on comprend bien en termes de matériaux, la totalité du véhicule hors moteur. Donc c'est quelque chose qui responsabilise beaucoup le propriétaire parce que vous avez pas mal de propriétaires qui soient particuliers ou entreprises, qui disent bah, tiens, je veux rouler vert. Bon, à ce moment-là, je vais acheter par exemple des véhicules électriques. Sauf que mes véhicules actuels, je ne vais pas les jeter, je vais les revendre. Et à ce moment-là, le véhicule qui était polluant, bah, en fait, il continue sa vie ailleurs. Alors, la personne l'a vendu, donc elle peut se dire moi maintenant, dorénavant, je roule propre. Oui, d'accord, mais son véhicule, il ne l'a pas forcément mis à la casse, il l'a revendu pour en tirer bénéfice. Et ça, c'est un problème parce que ça déplace quelque part la pollution si le véhicule en question roule tout à fait autant que celui qu'il a substitué. Ensuite, donc l'intérêt, on a dit moindre mobilisation de matériaux, moindre fret aussi, puisque le véhicule rétrofité, forcément, il va rester en gros dans le pays dans lequel il est. On ne va pas avoir une délocalisation comme c'est le cas pour des véhicules neufs où ils sont de plus en plus majoritairement importés de pays low cost. Ensuite, c'est de l'emploi local, puisqu'effectivement, le véhicule à rétrofiter, ça serait beaucoup trop onéreux de le renvoyer à 3000 km dans un pays low cost pour qu'il soit rétrofité, pour ensuite le rapatrier. On imagine bien qu'en termes de coût logistique, ça ne va pas passer. Donc, le rétrofit, c'est quelque part nécessairement, je dirais, de l'emploi régional.
Ensuite, ça permet la conservation du véhicule d'origine. On a dit en termes de matériaux, mais c'est aussi une question d'attachement. Des gens peuvent être attachés à un véhicule et aussi un attachement financier, c'est-à-dire une valeur résiduelle. On l'a dit tout à l'heure, par exemple, un fourgon qui est très équipé a une forte valeur résiduelle et si on veut, par exemple, en avoir une version électrique, en fait, si on le met à la casse, on va jeter en fait tous les accessoires, aussi du temps qui a été passé peut-être par le propriétaire pour l'aménager. Il va devoir réaménager complètement, rééquiper un véhicule neuf. Donc là, on a un intérêt proportionnellement plus grand pour un véhicule très équipé par rapport à un véhicule naturellement dépouillé. La capacité de la batterie peut être tout à fait adaptée aux besoins dans le cas du rétrofit, et c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on a peut-être que le client qui va se rétrofitter, il ne fait que 100 km par jour et il n'a pas besoin d'avoir une autonomie très forte et donc une batterie qui va maximiser en fait l'espace disponible en sous-caisse. Ce qui, en termes de véhicule neuf, c'est la pratique. On comprend bien qu'en rétrofit, on va avoir plutôt des batteries, je caricature, parallélépipédiques pour être un peu standardisées et moins chères et donc qui nécessairement ne vont pas épouser et obtenir la totalité de l'autonomie qu'on aurait pu avoir si le véhicule avait été neuf. Mais des clients peuvent s'en satisfaire avec une autonomie d'une centaine de kilomètres par jour. Ensuite, on peut standardiser des composants de cette manière-là, avec donc des solutions, je dis, parallélépipédiques, entre guillemets. Ensuite, on a aussi un traitement domestique de la pollution, c'est-à-dire que, là, je parlais tout à l'heure, la revente qui se déplace, mais il y a quand même un sujet de pollution qui s'appelle l'exportation de la pollution dans les pays émergents, c'est-à-dire que nos véhicules, après 10-15 ans d'âge qu'on juge polluants, en fait, ils partent sur des bateaux, être vendus dans des pays low cost, avec la caricature étant le fait qu'on enlève leur catalyseur pour gagner 3 sous à l'exportation. Et finalement, on a des véhicules très polluants dont on ne veut plus, qui se retrouvent encore plus polluants dans des pays émergents, c'est quand même pas leur rendre service, alors que le rétrofit responsabilise en fait le pays. Voilà. Et donc, on a un intérêt assez évident en termes de pollution de l'air d'avoir rétrofité. Ça, c'est évident. Le véhicule, il n'a plus d'échappement en roulant. Après, en termes de gaz à effet de serre, c'est un sujet qui se discute davantage puisqu'il y a quand même à amortir la fabrication de la batterie. Il y a de l'électricité supplémentaire de recharge qu'il va falloir compter. Donc, on peut avoir des solutions dans lesquelles les émissions de gaz à effet de serre potentiellement augmentent, ce qui n'est pas forcément choquant si jamais on fait chuter la pollution de l'air pour un véhicule qui ne va pas tant rouler que ça en kilomètres et qui était assez polluant dans un centre urbain. Ce n'est pas forcément gênant de dégrader éventuellement un petit peu les émissions de gaz à effet de serre au prix d'une amélioration très forte de la pollution de l'air. Alors, les freins du rétrofit, ça va être la réglementation européenne qui, à la base, alors avant l'arrêté dont on a parlé, qui, grosso modo, je simplifie, exige que quand on remplace une pièce, en fait, on remplace une pièce par la même référence. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une vieille Clio diesel dont le moteur est très polluant qui a 15 ans. Imaginons même que le moteur il est presque cassé, il faut le changer. Ben non, si vous le changez, vous êtes obligé de faire soit un échange standard, soit acheter un moteur neuf, mais un moteur neuf de la référence d'il y a 15 ans. Okay, vous ne pouvez pas même monter sur une Clio d'il y a 15 ans un petit moteur essence de la dernière Twingo. Non, ce n'est pas réglementairement autorisé. Ensuite, on a aussi important, on juge les véhicules neufs ou jeunes et on ne juge pas le parc. C'est-à-dire les constructeurs, ils sont jugés sur la qualité d'émission homologuée des véhicules qu'ils ont vendus l'année dernière. On ne les juge pas sur le parc et c'est bien dommage parce que si un constructeur était jugé sur tout le parc en circulation de sa marque, à ce moment-là, il verrait un intérêt à penser à inciter au rétrofit de ses propres véhicules. Alors que les véhicules dont on parle, ils s'en est des faits depuis des années, donc ils n'interviennent plus en fait dans le jugement qu'on lui porte. Ensuite, on ne parle que des émissions directes dans la réglementation. Donc, du coup, c'est le surdimensionnement de véhicules électriques neufs en termes d'émissions grises de fabrication, il n'apparaît pas du tout dans la réglementation, vous voyez, puisqu'on dit c'est 0 CO2, quel que soit le véhicule. Donc là, la réglementation européenne, elle ne fait pas prendre en compte les émissions grises et c'est bien dommage puisque le rétrofit, il a moins d'émissions grises. Voilà. Et ensuite, on n'a pas d'harmonisation européenne, c'est quelque chose qui viendra peut-être, mais effectivement, les pays commencent à faire du rétrofit, mais de manière un petit peu séparée. Alors, c'est un petit peu dommage, puisque un constructeur d'un pays qui commencerait à faire du rétrofit, ce n'est pas instantané de pouvoir vendre son véhicule dans un pays voisin, alors que dans le cas du neuf, c'est le cas. Alors, les constructeurs, eux, ils sont pas, de ce qu'on voit, les grands constructeurs ne sont pas très intéressés pour l'instant. Bon, il n'y a aucune obligation de développement d'un kit. C'est pas obligé, lorsque vous sortez un véhicule neuf aujourd'hui thermique, d'avoir parallèlement mis sur étagère les pièces à disposition du rétrofit. Et puis, il n'y a pas de fiscalité attrayante. Vous voyez, par exemple, la TVA dans les travaux de réhabilitation de bâtiments, on a une TVA réduite à 5,5. Le rétrofit dans le cas des automobiles ne bénéficie
bénéficient pas d'une TVA à taux réduit. Ensuite, l'organisation industrielle des constructeurs, il faut bien voir que depuis des décennies, elle est complètement centrée sur le neuf, et j'ai dit aussi l'entretien. C'est-à-dire que les véhicules neufs sont conçus sans avoir en fait pris en compte à la conception le fait qu'ils puissent être rétrofités ultérieurement par des solutions techniques différentes. Ensuite, on a l'industrie, elle est vraiment complètement optimisée sur la fabrication de neufs. Le système industriel, si vous visitez des usines de montage de véhicules neufs, c'est un peu, il y a un siècle d'écart par rapport à la visite d'un garage, quelque part. Voilà. Ensuite, le garage ressemble en lui plutôt aux usines de montage presque il y a 100 ans. Les usines de montage des véhicules neufs, globalement, elles sont surcapacitaires. Ça, c'est un problème pour le rétrofit parce que le constructeur, il a plus intérêt à se dire « je vais pousser une prime à la casse pour vendre un véhicule neuf de plus », plutôt que de me préoccuper d'essayer de rétrofiter un véhicule existant. Parce que vendre un véhicule neuf de plus, ben, en fait, ces usines, en gros, elles sont disponibles. Ça ne lui coûte que de la matière et d'appuyer sur un bouton pour que dans le film de l'usine, il lance une voiture de plus. Donc, en fait, c'est très simple de fabriquer une voiture neuve en plus par rapport à tout l'engagement de développement, les éventuels investissements qu'il faudrait pour se lancer dans le rétrofit. Et puis, on a une faible productivité des garages isolés, c'est-à-dire que voilà, rétrofiter un véhicule dans des garages, on sent bien qu'en termes de productivité, on n'est pas au niveau, c'est-à-dire que c'est plutôt des systèmes intermédiaires entre le montage très automatisé des véhicules neufs et le garage, on va dire, bricolage, un bricolage sérieux. C'est un état intermédiaire, un type d'usine intermédiaire qui serait parfaitement adapté au rétrofit pour les petites cadences du rétrofit. Donc finalement, il y a peu d'installations semi-industrielles régionales adaptées, peut-être chez les adaptateurs complémentaires, ils auraient certes du travail, mais en tout cas, les constructeurs, eux, n'ont pas sur étagère des systèmes semi-industrialisés qui seraient tout à fait adaptés au rétrofit. Et puis un dernier frein au rétrofit, c'est l'amortissement des coûts d'homologation et de validation pour les petites structures. Les petites structures qui doivent homologuer en avance, faire un pari que tel type de véhicule, elles vont avoir un marché. Et ce marché n'étant pas énorme pour elles, ben, l'amortissement de ces coûts se retrouve sur la facture du client, contrairement éventuellement à un constructeur qui, lui, sur des énormes cadences, amortirait très facilement un rétrofit. Alors, quelles sont les perspectives du rétrofit? Alors déjà, pour le véhicule électrique, hein, pas le rétrofit, le véhicule électrique. Alors, après, ça, c'est mon point de vue. Hein, c'est que la priorité du véhicule électrique, pour moi, c'est d'abord les deux roues, parce que par rapport à l'essence consommée, les deux roues sont très polluants. Donc, les deux roues doivent être des priorités. Alors, c'est déjà le cas en Chine. Dans les grandes villes chinoises, il n'y a plus de deux roues thermiques qui roulent. Hein. Donc, dans la dépollution des villes, la priorité du véhicule électrique, ça devrait être les deux roues. Ça devrait être les usages urbains intensifs, c'est-à-dire où on recharge la batterie très souvent, c'est-à-dire les véhicules de livraison urbaine, des taxis, par exemple, des transports en commun, les autobus, etc. Ça fait déjà beaucoup de batterie, tout ça. Et sur le reste, j'aurais tendance à penser que comme on n'a pas une infinité de possibilités de fabrication de batteries, en tout cas à moyen terme, ça serait plutôt de pousser à l'hybridation légère de la totalité du reste du parc. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement ce qu'on voit. On voit des véhicules électriques qui sont plutôt beaucoup des bolides de course, des véhicules complètement surdimensionnés, qui vont capter beaucoup de centaines de kilos de batterie par véhicule. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Le véhicule électrique a tendance à s'égarer. Puis ça peut être aussi des voitures plus citadines, mais qui ne vont pas forcément beaucoup rouler. Et ça, c'est un peu embêtant, si ce sont des secondes voitures de ménage. Alors, quelles sont les cibles prioritaires de véhicules électriques? J'ai mis un point d'interrogation parce que ce n'est pas du tout évident. Mais en tout cas, on en a un peu parlé. On a des véhicules, alors je le fais dans l'ordre inverse. On a parlé bien des bus diesel et des fourgons urbains qui sont très équipés et qui ne roulent pas beaucoup. Ça, on l'a bien dit. On sent bien, ce sont des véhicules qui ont beaucoup de valeur, enfin, dont hormis le groupe motopropulseur, le reste du véhicule a beaucoup de valeur. Un bus a beaucoup de valeur parce qu'aussi il a été customisé en général pour la commune. C'est-à-dire qu'il a les sièges de la couleur, la disposition qui correspond à une flotte d'une ville. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas facilement échangeables, entre guillemets. Donc le bus, changer simplement son moteur, proportionnellement, ça va être pertinent en rétrofit économiquement. Et pareil pour des fourgons très équipés. Ensuite, en termes du véhicule domicile-travail, je pense qu'il y a quand même une cible pour des véhicules domicile-travail contraint, au sens de véhicules qui vont faire une centaine, dont on sait, en fait, l'usager, il sait qu'il fait en gros 100 km par jour, éventuellement sa deuxième voiture, au maximum 50 km par jour. Et à ce moment-là, il va se satisfaire d'une batterie qui est de faible capacité. Et à ce moment-là, le rétrofit va tout à fait être adapté.
Il ne va pas chercher à vouloir 400 km d'autonomie. Donc ça, c'est à la fois techniquement et économiquement adapté. Donc certains véhicules citadins, des citadines, mais dont on sait que l'usager sait que 100 km et quelques, ça lui suffit. Après, on a parlé de rétrofit électrique et il y a d'autres types de rétrofit qui sont, par exemple, alors le rétrofit diesel vers essence, on ne le sent pas vraiment parce que souvent il y a une concurrence avec le marché de l'occasion. Après, il y a des questions sur les agrocarburants, adapter des moteurs pour les faire tourner aux agrocarburants, avec des questions, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, sur la ressource et la concurrence alimentaire, qui n'est pas infinie, enfin en tout cas pas à l'échelle de l'ensemble de l'essence consommée dans le monde. Et puis ensuite, des rétrofits de gaz, c'est un sujet qui peut être intéressant parce que ça permet, bon certes, c'est un peu moins bien que le rétrofit électrique en termes de pollution de l'air, mais c'est quand même mieux en termes d'autonomie et c'est quand même moins, c'est une définition technique qui est moins impactante que d'aller vers l'hydrogène. Donc ça peut être une solution intéressante que d'imaginer sur certains types de véhicules, des fourgons par exemple qui roulent un peu plus que cela, d'avoir du rétrofit gaz, GNC. Voilà. Donc, je vous remercie. Alors, des documents sur le rétrofit, si aussi on m'a contacté, c'est parce que j'avais publié une tribune en 2019 que vous avez en lien ici sur Reporter, qui avait pas mal circulé en janvier 2019. Changer de voiture et plutôt si on changeait de moteur, je faisais déjà un bilan du rétrofit à l'époque. Et puis, il y a eu des articles intéressants en Belgique sur le rétrofit, là, que vous avez là en lien, d'IEW. Et puis ensuite, l'étude d'Algoe, BCO2 Ingénierie et l'ADEME, qui est sortie en mars 2021, qu'on a fait l'année dernière avec Algoe et l'ADEME. Voilà, vous avez les liens là, mais vous la trouvez facilement sur Internet, sur le site de l'ADEME. Voilà, je vous remercie. Ok, merci beaucoup Laurent. Et ben donc, on a de nouvelles questions qui sont apparues dans notre liste. Je vous rappelle le lien dans le chat du Zoom, si vous voulez poser d'autres questions. Alors, première nouvelle question, parce qu'on en a déjà posé tout à l'heure. L'électrification des véhicules est une bonne solution pour le rejet de polluants et de gaz à effet de serre. Ça ne l'est pas pour la disponibilité de l'énergie. Les sources d'énergie verte, électricité ou hydrogène, ne seront pas disponibles à un niveau suffisant pour électrifier la totalité du parc automobile, sauf généralisation du nucléaire de fission, sauf bonne surprise venant d'ITER. Ce n'est pas exactement une question, mais est-ce que vous avez un commentaire sur cette hypothèse du fait qu'on manquerait d'électricité? Je crois qu'Emmanuel doit bientôt partir, donc je vais peut-être le laisser répondre. Moi, je compléterai. J'arrive pas à partir, là, tant pis. Non, c'est un vrai sujet, il ne faut pas le nier. Oui. En même temps, il faut raisonner différemment. Transmission, distribution, utilisation. Vous m'entendez là? Oui. Oui, petit problème de réseau. Donc, ce que je disais, c'est qu'on passe d'un modèle de l'énergie qui est pyramidal à un modèle très distribué, lié notamment aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, on sait électrifier à 90% des parcs avec de la solarisation sur des bâtiments, sur des ombrières. Ce n'est pas une vue d'esprit, ça se fait aujourd'hui avec un coût d'électricité qui est très compétitif. Donc, je ne dis pas que c'est la solution miracle, c'est une des solutions qui fait que le poids des flottes va baisser. Au même titre qu'aujourd'hui, on n'envisage pas une maison sans isolation de sa toiture. Ce n'était pas vrai il y a 30 ans. Je pense qu'on n'envisagera pas des parkings sans solarisation dans les 20-30 ans à venir. Un panneau solaire, je le rappelle quand même, aujourd'hui, des panneaux solaires, ça ne coûte plus rien. C'est-à-dire que le mètre carré de panneau solaire est moins cher qu'un mètre carré de pizza. Et je parle de prix public unitaire TTC. Alors, je complète la réponse. La question, je pense, c'était une question sur la capacité. Et effectivement, il est très clair qu'il y a un problème. C'est-à-dire que depuis des décennies, on voit que les installations d'énergie renouvelable augmentent. Je prends par exemple la courbe mondiale. Sauf que la totalité de cette augmentation, en fait, elle ne couvre pas l'augmentation de la demande. Donc, en fait, ce qui signifie qu'on n'a pas engagé suffisamment de sobriété, ou certains diront pas de sobriété du tout, c'est-à-dire que tout ça, ça marche que si on arrive à parallèlement lancer une véritable sobriété sur la demande globale d'électricité. Vous voyez, si on ne lance pas ça, on va avoir une espèce de guerre pour savoir qui s'arrogera le droit de capter l'électricité dite verte des nouveaux moyens mis en production. Donc, le véritable problème, il est effectivement sur l'adéquation entre le fait qu'on veuille verdir certains usages électriques et
le fait qu'on ne soit pas capable de réduire suffisamment la demande pour en gros supprimer les fossiles. Parce qu'il faut bien voir que le premier but des productions d'électricité renouvelable, ce n'est pas de permettre des nouveaux usages, c'est de substituer au minimum les sources fossiles. Or, ça, c'est un échec depuis plusieurs décennies. Si vous regardez les courbes, on n'arrête pas d'empiler en fait. On n'a jamais consommé autant de charbon qu'en 2013 ou peut-être que de l'année dernière, vous voyez. Donc, et le pétrole continue. Donc voilà, on a un souci avec effectivement une sobriété qui doit être lancée en parallèle pour pouvoir dégager des marges de manœuvre de ces nouveaux moyens de production et les affecter à ce dont on parle. Voilà. Ok, merci. Autre question, existe-t-il des analyses de cycle de vie produites par des acteurs indépendants sur le match véhicule électrique versus rétrofit? Si oui, quels en sont les résultats? Et puis, il y a un PS qui fait remarquer que tu as une jolie image de fond du Rolex Learning Center de l'EPF. Donc, oui, il faut regarder l'étude ADEME, en fait. Enfin, l'étude qu'on a fait pour l'ADEME avec Algoé, justement, ça fait partie de la question. Alors, voilà. Bon, donc, je dirais il y a une partie de la réponse dedans. Et c'est ce que j'ai essayé d'indiquer dans mes slides, de voir les avantages du rétrofit électrique par rapport aux véhicules électriques neufs. Et je vous dirais que le premier avantage, c'est que alors le véhicule électrique neuf, si vous voulez, il y a deux cas de figure. Il y a clairement soit ce véhicule neuf, c'est un achat qui est consécutif à une mise à la casse d'un véhicule thermique, ou alors c'est juste un achat de véhicule neuf. Dans le cas où c'est juste un véhicule d'achat de véhicule neuf, le gros intérêt du rétrofit, c'est qu'il garantit qu'on met à la poubelle le moteur thermique. Enfin, on le met à la poubelle, on va le recycler, mais c'est le premier intérêt du rétrofit. Alors que sinon, le véhicule électrique vu comme ça, peut-être que le propriétaire, il a vendu son véhicule thermique et le véhicule thermique, voilà, on déplace la pollution. Donc, premier intérêt du rétrofit, clairement, c'est de garantir. Alors après, vous allez me dire, la prime à la casse le garantit aussi. Oui, d'accord, mais bon, la prime à la casse, ça coûte de l'argent aux contribuables. Et puis après, c'est quand même un certain gaspillage de matériaux, c'est de la délocalisation de main-d'œuvre. Voilà, c'est ce qu'on a dit derrière. La prime à la casse, elle a été transposée au rétrofit. Oui, voilà, ça fait partie des choses qu'on a demandé. Voilà, ça vient, voilà, mais c'était pas naturel au départ. Ouais. Ok. Alors, question suivante. Pourquoi estimez-vous que tous les pays ne pourraient pas développer aussi vite le véhicule électrique que l'Allemagne? Est-ce qu'il y a des difficultés techniques pour certains pays ou problèmes de disponibilité de matières premières? Moi, je pense que c'est… Enfin, pardon, je fais court pour que tu puisses compléter, mais je pense que le premier souci, c'est que pour obtenir en fait une batterie, si vous voulez, il y a tout un ensemble de… C'est une chaîne avec des maillons. Il y a un maillon, c'est les ressources en métaux, etc. Sont-elles là? Tel métal? Est-ce que c'est bon? Première question. Deuxième question, il faut ouvrir des mines. Ce n'est pas parce qu'il y a des ressources. Et une mine, ça ne s'ouvre pas comme ça en quelques mois. Ensuite, il faut avoir des installations industrielles qui vont raffiner tout ça. Après, il faut des installations industrielles qui vont compiler, qui vont fabriquer les batteries, etc. Et s'il vous manque un maillon dans tout ça, vous n'obtenez rien à l'arrivée. Et tout le système industriel que l'on doit mettre en place à l'échelle du monde, c'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, dans le monde, il y a quand même 1,1 milliard de voitures. Vous avez 350 millions de camions, il y a 500 millions de roues thermiques. Et puis, je ne vous parle pas de tous les objets nomades du quotidien qui eux-mêmes voudraient des batteries, des ordinateurs, en passant par les tondeuses à gazon. Donc, vous avez une énorme demande en batterie. Si on voulait substituer la totalité du parc. Vous voyez, donc, substituer sous 30 ans un parc de 1,1 milliard de voitures, etc., je pense que c'est inaccessible industriellement, en fait, tout simplement. Même si, en termes de métal, les ressources éventuellement sont là. Ouais, quand même un complément. Il y a quand même une problématique d'ambition entre la France et l'Allemagne. 12 projets de Gigafactory en Allemagne, on a deux, on va dire 1,5 en France. Il y a une question, en tout cas, une problématique d'ambition des constructeurs, très clairement. Il faut le dire. Après, c'est pas simple de faire la stratégie de groupe de cette taille-là. N'empêche qu'il y a quand même cette problématique-là. Ils essayent d'avancer, mais je trouve qu'il y aurait un tempo peut-être différent à avoir. Renault était parti en avant avec la Zoé, mais n'a pas franchement, je trouve, amplifié l'effort. Et aujourd'hui, ça va se rattraper comme retard, je pense. Mais il y a quand même, moi, je regarde juste le nombre de projets industriels de grande capacité de production. On sait qu'il y aura un déficit de production de cellules lithium en Europe, mais il y a quand même un paquet de projets Gigafactory. Il n'y en a que 2 en France.
OK. Autre question. Le rétrofit vers des agrocarburants pourrait-il être intéressant si on le réservait aux usages agricoles? Je vais vous faire une réponse plus générale. Enfin, je peux répondre, Emmanuel, ouais. Je vais faire une réponse plus générale. Je pense que, grosso modo, les carburants verts, alors, quand je mets carburant vert, je vais supposer qu'il y a des agrocarburants verts, parce qu'il y a des agrocarburants de toutes les couleurs, si vous voulez. Donc, mais et dans les carburants verts, je vais mettre l'électricité verte, si vous voulez, à usage de mobilité. Les carburants verts, si jamais on était capable d'en produire, donc aujourd'hui vous avez des carburants fossiles, donc on va dire toute l'essence, le gazole mondial, c'est une certaine quantité, si vous voulez, en tonnes équivalent pétrole. Si demain, enfin je sais pas, dans 10 ans, on était capable d'avoir, admettons, 20% de ça en carburant vert, vers quel véhicule et vers quel client on devrait les orienter? Il y a plusieurs possibilités. Soit on laisse le marché faire, et à ce moment-là, vous pouvez avoir des clients, je vais prendre une caricature, mais des clients qui veulent rouler avec un énorme SUV en ville, etc., qui ont les moyens et qui vont dire, moi, j'achète le carburant vert parce que je vais le payer un petit peu plus que tout le monde, et du coup, je vais dire que mon véhicule, il est vert puisqu'il roule en carburant vert. Voilà. Ça, c'est une logique du marché. Une deuxième logique, alors à l'opposé, ça serait plutôt de se dire, ben, ces carburants verts, on va les réserver à la mobilité essentielle, j'utilise volontairement du langage Covid, c'est-à-dire dire, ben, est-ce que ce n'est pas la police, les secours, vous voyez, tout ce genre de mobilité qui devrait prioritairement avoir les carburants verts, et puis les autres, au contraire, ne pas les avoir pour justement les forcer à devenir sobres. Vous voyez, parce que quelqu'un qui est gaspilleur, énergivore et qui achète du carburant vert, ben ça y est, lui, il considère que ça y est, il a fait le job. Vous voyez, donc mon point de vue, c'est pas forcément que les carburants agricoles doivent être à l'agriculture. Peut-être si les produits agricoles en question sont, je dirais, quelque part bio, ce que vous voulez, vous voyez, très utiles, de saison, etc. Mais si c'est pour aller les utiliser dans l'agriculture intensive hors saison et tout ça, non. J'ai une réponse un peu complémentaire. Je trouve, moi j'ai une approche un peu différente d'approche très locale. Il y a quand même quelque chose de séduisant, c'est que sur les exploitations agricoles, il y a de la production locale, de plus en plus de biomasse, bioénergie, qu'on puisse intégrer ça dans leur mobilité à eux. Au même titre qu'ils ont du solaire maintenant de façon très largement déployée sur les toitures. Oui. Donc ça, c'est à mon avis quelque chose qui pourrait être regardé. Et encore une fois, on vient sur un modèle qui est finalement ultra localisé, qui ne répond pas forcément aux mêmes. Oui, ouais, c'est un petit peu coupé. Ce qu'on dit là, Henry Ford, dans les années 20, je vous dis de mémoire, hein, mais pour lui, en fait, le carburant du futur d'Henry Ford dans les années 20, c'était l'éthanol, hein, l'éthanol des champs. Et donc, il avait une phrase du type, pour lui, c'était évident parce que il parlait d'un champ de patates où, à l'échelle d'un champ de patates, on pouvait tirer, je ne sais plus quelle quantité de carburant qui permettait de faire rouler largement les tracteurs dessus. Je ne me souviens plus de la phrase exacte. Donc voilà, il y a eu des perspectives sur les agrocarburants depuis 100 ans qui étaient à certains moments et de très grands acteurs, hein, qui étaient censés devenir le carburant majeur. Il y a une phrase d'Henry Ford que moi j'aime beaucoup qui illustre un autre secteur, c'est ce qu'attend le marché, ce qu'attendent les clients. Il a dit si j'avais écouté mes clients, j'aurais fait les chevaux plus rapides. et je trouve que c'est quelque chose aussi qu'on voit émerger dans ces nouveaux usages, ces nouvelles mobilités et la vision de l'autonomie et des vrais cas d'usage que se posent les gens. Encore une fois, il y a un effet Covid qu'on voit très nettement entre l'avant et après, et les efforts de réflexion qu'on doit faire pour inventer des nouveaux usages, ou en tout cas mieux comprendre les usages qu'on a vraiment. Ok, alors question suivante. Vous avez employé l'expression rétrofit gaz. Nous sommes bien d'accord que l'arrêté rétrofit ne couvre pas ce type de conversion. Oui, c'est vrai que l'arrêté, c'est du rétrofit électrique. Système batterie et ou hydrogène. Voilà. C'est uniquement ça. Ok. Mais il y a des velléités pour l'étendre. Il y a des discussions. Voilà. Alors, ensuite, quelqu'un qui se demande si sa question est idiote. J'imagine bien remplacer dans mon grand Picasso les deux places arrière par des batteries alimentant des moteurs sur les roues arrière. Ça permettrait de rouler propre en ville, cas fréquent, tout en gardant le moteur thermique pour les longs parcours. Est-ce idiot ou pas? Il n'y a jamais de question idiote. Non, il n'y a pas de question idiote. Il y a juste une réglementation qui ne le permettra pas.
Moi, je vais vous dire, il y a, en termes d'hybridation, parce que il y a un gros problème de mon point de vue, il y en a un problème sur les batteries, c'est le gaspillage, c'est-à-dire l'affectation de quantité de batteries trop grosses sur des véhicules trop énergivores. Bon. Donc le sujet, ça devrait être finalement un véhicule qui régulièrement ne fait qu'un maximum une centaine de kilomètres par jour et ponctuellement un petit peu plus. Le risque, c'est qu'on l'équipe de batterie pour faire un petit peu plus de temps en temps et que du coup, on ait 80% de sa batterie qui soit du gaspillage parce qu'elle sera quasiment jamais utilisée. Bon, une réponse à ça, il y a une hybridation et c'est dommage parce qu'elle reste encore dans les cartons, mais qui aurait peut-être dû être prévue un petit peu plus en amont. Ça consiste à avoir un véhicule électrique ou rétrofit complet, mais les moments où on a besoin d'une extension d'autonomie, éventuellement, on l'a en remorque. C'est une idée, par exemple, c'est-à-dire une remorque standard qui se brancherait, remorque qui peut être à batterie, remorque qui peut être tout autant essence avec un petit groupe électrogène. Certes, elle émettra du CO2, etc., pendant qu'elle fonctionnera, mais ça sera très ponctuel, éventuellement en location sur des trajets exclusivement autoroutiers. Voilà. C'est dommage parce que ça, aujourd'hui, ce n'est pas en place. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. La société Hippie Thunder qui développe ça. Oui, tout à fait. C'est des modèles qui sont assez capitalistiques et qu'il faut déployer, mais c'est des solutions qui sont aujourd'hui commencent à arriver, quoi. Voilà, donc ça, c'est une solution, vous voyez, où on pourrait avoir une remorque complètement standard qui serait une extension d'autonomie que vous pourriez louer, c'est-à-dire votre voiture électrique, vous circulez dans une métropole finalement, donc 100 km, ça vous suffit largement, et le jour où vous voulez faire 300-400 km, arrivez à l'autoroute, paf, vous branchez votre remorque, et puis vous la laissez lorsque vous quittez l'autoroute 300 km après, et puis ensuite, elle sera rechargée, relouée à quelqu'un, qu'elle soit en batterie ou en essence d'ailleurs, hein, ça n'a pas d'importance. Et là, on aurait une extension d'autonomie qui serait partagée. Voilà, donc je pense qu'il y a des réflexions ça existe effectivement, mais on n'en voit pas aujourd'hui. C'est trop balbutiant et c'est dommage qu'on n'ait pas. Voilà, aujourd'hui, si le prix des batteries divise par 2, par exemple, on peut se demander si ce n'est pas l'autonomie de la totalité de ces gros véhicules qui va doubler. Et ça serait vraiment dommage. Ok, alors il y a 2 questions. Une qui concerne vraiment le rétrofit et l'autre plus sur les énergies renouvelables. Alors, je commence par celle sur le rétrofit. Comment traiter la question de la garantie et de la couverture du risque fabricant suite au rétrofit? En fait, c'est des questions, notamment, on va trouver le risque sériel. Hein, ça se traite avec les assureurs automobiles. On va trouver des AXA qui se positionnent sur le sujet. Et par contre, on est sur la garantie de la chaîne énergétique qui a été intégrée. On n'a pas à garantir ce qui est de la responsabilité du constructeur d'origine. On ne va pas changer les optiques de phare, les ceintures ou l'intérieur du véhicule, par exemple. Donc, celui qui fait le rétrofit ne garantit que ce qu'il a touché, quoi. Absolument. Et on va essentiellement travailler la garantie batterie, notamment parce qu'elle peut avoir plusieurs vies, qu'elle a une valeur résiduelle qui sera intégrée à l'équation. Je fais quand même la distinction entre le modèle B2B, flotte d'entreprise, et le modèle B2C qui, à mon avis, est encore un petit peu loin pour le rétrofit. Il va y avoir un peu de temps avant de l'intégrer. Ok, moi j'ai une question là-dessus, du coup j'en profite dans le prolongement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des offres pour le B2C qui sont disponibles? Alors, ça commence à arriver avec le Mary Club de Cassis. Ce n'est pas un club, hein, c'est une entreprise. C'est situé à Cassis, près de Marseille. Donc, ils ont rétrofité un kit de 2 chevaux. Enfin, ils ont un kit de 2 chevaux qui est commercial. Ça commence à sortir. Et il y a la société de Noil qui fait des scooters, les kits d'électrification de scooters qui est aussi en train de sortir. Et aujourd'hui, il y a une dizaine de dossiers en cours à l'UTAC sur l'homologation. On va plutôt s'orienter vers les flottes d'entreprise. Le modèle B2C, VP, il n'est quand même pas évident. Il y a la niche des véhicules de collection, c'est vrai, mais la Citroën C4 ou la Citroën Picasso, ce n'est pas des cibles évidentes parce qu'en face, vous avez des véhicules neufs qui arrivent en grande série à des prix qui baissent, qui vont devenir… Globalement, ça sera le prix d'un véhicule rétrofité à 100 km d'autonomie. Donc, si on veut rétrofiter sa Clio ou sa 207, sa 208, ce n'est pas pour tout de suite, quoi. Tout de suite, non. Demain, peut-être, dans le sens où, comme on disait, les perfos batteries, les capacités ne vont pas beaucoup évoluer, mais rapidement en tout cas, mais le prix va beaucoup baisser a priori. Et on va se reposer ces questions-là très régulièrement, ou moi, objectivement. Aujourd'hui, quand je vois ce que Oscaro fait, ce qu'ils vendent, c'est des volumes très conséquents d'embrayage, de choses assez complexes qui sont changées par les particuliers. Intégrer un kit de rétrofit sur une Clio le week-end, je le vois bien. Réglementairement, ça paraît incohérent. Mais bon, il y a encore 2 ans, on ne pensait pas qu'on aurait un arrêté rétrofit. Donc, les choses vont peut-être bouger.
OK. Et donc, il nous reste une question sur les énergies renouvelables. Passer à des forts taux d'énergie renouvelable dans le mix électrique oblige à passer d'un réseau électrique centralisé à un réseau décentralisé, ce que tu évoquais tout à l'heure, ce qui ne semble pas en projet, parce que c'est très coûteux. Non, Est-ce que vous partagez je vais donner ce un point de vue? exemple. Aujourd'hui, ça se fait déjà. C'est-à-dire qu'en fait, l'État n'a pas tout ce qui est autoconsommation du particulier. C'est en très, très forte. C'est même plus une croissance, c'est une explosion. Ça ne se voit pas. Ce qu'on va juste voir, c'est que les gens consomment moins d'énergie. Et ça c'est en cours aujourd'hui. Ça se fait aussi sur les entreprises. Donc, en fait, il faut sortir de la vision que c'est l'État qui fait tout. Les gens se prennent en main, ils y gagnent quoi? Ils y gagnent l'autonomie. L'autonomie est un moteur extrêmement puissant. Alors, j'en parle vraiment en ayant senti ce domaine-là, parce que j'ai créé Oscaro Power, c'est le modèle de la pièce auto, mais adapté aux panneaux solaires. Une start-up aujourd'hui qui est en train d'exploser en termes de chiffre d'affaires, seulement parce qu'on répond à une attente de la société. Donc, un exemple, un kit 3 kW crête, c'est à peu près 20 mètres carrés. On va le trouver chez un installateur à 12-15 000 euros. Un kit Oscaro Power pré-câblé, montage en un week-end, et je les ai vraiment fait. C'est vraiment un week-end. C'est 3 000 euros et on a un coût d'énergie électrique à 5-6 centimes d'euros du kilowattheure, du kilowatt crête. C'est maintenant, du kilowattheure, pardon. 5 à 6 centimes d'euros du kilowattheure. Ce n'est pas une vue de l'esprit et ce n'est pas des produits chinois low cost. On est vraiment sur une nouvelle approche. Ce n'est pas encore largement déployé, mais c'est les vrais prix du solaire aujourd'hui. Donc en gros, ça veut dire que le particulier a accès au prix des grandes centrales dans ce modèle particulier. OK. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de nos questions. Donc, merci beaucoup à nouveau pour vos interventions. François ou Guy, est-ce qu'on peut rappeler peut-être quelle est la prochaine conférence de Centrale Énergie et surtout quand elle est? Parce qu'elle n'est pas tout de suite. Aurélien, il y a une dernière question qui vient de s'afficher. Demain, une offre de rétrofit batterie pour les véhicules électriques. Quelle standardisation possible des interfaces? Alors là, c'est plutôt un enjeu constructeur parce que l'arrêté rétrofit ne le permet pas. On ne peut pas rétrofiter des véhicules électriques. Mais je pense qu'il y a un enjeu constructeur. Il y a déjà des standardisations d'interface sur les prises. Là, on rentre dans la logique de pouvoir entre grands constructeurs. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Mais effectivement, c'est un sujet, notamment parce que le moteur va durer. Le moteur va durer. Après, vous savez, les batteries, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'elles durent quand même. Elles ont une capacité à durer, notamment parce que globalement, les utilisateurs les déchargent assez peu. Ça, c'est une réalité, c'est vraiment une tendance que l'on peut voir. Des Tesla qui font 1 million de kilomètres, on en a vu. Les Zoé, elles durent vraiment longtemps. Les batteries, c'est pour ça qu'il n'y a pas une grosse industrie de recyclage des batteries aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas des gros volumes à recycler. De toute façon, le recyclage, il restera complètement mineur parce qu'on est sur un marché exponentiel. Donc, ça veut dire que recycler, ça signifie que 10 ans ou 15 ans plus tard, lorsqu'on recycle, ça ne représente qu'une faible minorité de ce dont on a besoin. Donc, le recyclage en lui-même, évidemment qu'il faut recycler, mais il ne faut pas compter dessus en termes de mine, si vous voulez, oui, vu qu'on est sur une croissance exponentielle. Et on va dire il y aura un intérêt pour les constructeurs, mais c'est déjà un peu ce qu'ils font, de proposer des batteries nouvelle génération au bout de 5 ans, dans le même encombrement, il y a plus de capacité. Et ça, c'est clairement des choses qui vont voir le jour. Après, moi, j'ai une question pour Emmanuel. Le modèle du rétrofit, est-ce que ça va plutôt être de la location de batterie ou ça va rester de l'achat? Alors, c'est une bonne question. Et ça commence alors, on le travaille avec une société qui s'appelle Neoté. Neoté, c'est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, avec actionnariat EDF et Mitsubishi un tout petit peu. Et en fait, ils faisaient déjà historiquement du leasing de batteries pour les bus pour avoir un CAPEX un peu moins important pour les collectivités. Et on travaille avec eux le fait de faire un leasing complet sur le kit de rétrofit complet. Le gros intérêt, c'est que pour les entreprises, ça ne passe plus en investissement, mais en charge. Et là, on a la garantie. Il y a une vraie ingénierie financière à faire autour du modèle. On a la garantie technique dont on parlait tout à l'heure, puisque si jamais la batterie est en moins bon état, entre guillemets, elle est en location, donc elle sera changée automatiquement. Parfait. Bon, très bien. OK, nouveaux remerciements pour vos interventions. Et du coup, est-ce que Guy ou François, vous pouvez indiquer la prochaine conférence? Oui, merci beaucoup à nos deux orateurs. J'espère que ça aura plu à tout le monde. En tout cas, c'était, en ce qui me concerne, très intéressant. Prochaine, la question a été posée, je crois. Donc, il y a la trêve des vacances d'été, qu'on espère sûre et ensoleillée. Donc, la prochaine conférence qui sera encore en distanciel, on espère que ce soit la dernière. Ce n'est pas encore gagné, mais ça se passera le 13 octobre.
donc toujours comme dans la même formule qu'aujourd'hui. On parlera encore de mobilité électrique. C'est une table ronde sur la mobilité électrique, mais sur les services, en particulier les services innovants qui vont favoriser le passage à la mobilité électrique. Donc, le programme détaillé, etc., est en cours de construction. Mais retenez la date, 13 octobre, fin de journée, donc sans doute 18h30, comme je dirais, comme d'habitude. Voilà. OK, et ben, on s'arrête là du coup. Et bravo. Merci beaucoup.